Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de ce qui nous rend profondément humains, notre besoin vital d'attachement et de lien social. Un voyage fascinant à la croisée de la biologie, de l'histoire et de la psychologie. L'aventure commence maintenant. Alors, entrons tout de suite dans le vif du sujet, avec cette question essentielle. Pendant des décennies, on a pensé que le lien entre un bébé et sa mère, c'était juste une histoire de nourriture. Une vision très pragmatique, mais qui s'est avérée profondément fausse. Et la preuve de cette erreur, elle est inscrite en nous, dans notre propre biologie. Pour bien comprendre ce besoin vital, il faut d'abord faire un petit voyage. Un voyage à l'intérieur de nous-mêmes, à l'échelle de notre chimie. C'est là que se cache une grande partie du secret, sous la forme d'une molécule aussi discrète que puissante. Et là voilà, notre star du jour, l'ocytocine. On l'appelle souvent l'hormone de l'amour et ce n'est pas pour rien. C'est un messager chimique qui, en quelque sorte, orchestre nos relations sociales. Pensez-y comme le ciment invisible qui nous lie les uns aux autres. Et ses pouvoirs sont bien réels, c'est presque de la magie. L'ocytocine ne fait pas que nous donner une sensation de bien-être, elle nous rend littéralement meilleurs. Pour vous donner une idée, des études ont montré que sous son influence, on devient plus généreux. Les dons peuvent même augmenter de 80%. Et en plus, c'est un puissant anti-stress naturel. Elle vient bloquer la production de cortisol. C'est pour ça, biologiquement, que la simple présence d'un proche peut nous calmer. Et là, quand on compare, le contraste est saisissant. D'un côté, un cerveau qui grandit dans un attachement sécure. L'ocytocine circule, la confiance s'installe, le stress est régulé. De l'autre, c'est un véritable cauchemar neurobiologique. Un torrent de cortisol, l'hormone du stress. Et l'amygdale, notre centre de la peur qui tourne à plein régime en permanence. On n'est plus dans la psychologie là, c'est de la physiologie pure et dure. Bon, on a vu la biologie. Mais alors, que se passe-t-il quand ce besoin si fondamental est ignoré? Voire nié. Pendant très longtemps, on ne le savait pas vraiment. Et c'est l'histoire qui nous a donné la réponse, de la façon la plus tragique qui soit. Imaginez la scène, on est au milieu du XXe siècle. La pratique standard dans les hôpitaux, c'est de séparer les enfants de leurs parents. On pensait sincèrement que c'était pour leur bien, pour ne pas les perturber. Leurs pleurs, leurs cris, on mettait ça sur le compte du caprice. On se disait, il va bien finir par s'habituer. Une erreur de jugement, colossale. Et c'est là qu'une petite fille de 2 ans, Laura, va tout faire basculer. En 1952, un psychologue, James Robertson, a filmé son séjour de 8 jours à l'hôpital. Ce film est devenu une preuve irréfutable. Au début, on voit la petite Laura agrippée à sa mère qui la supplie de ne pas la laisser seule. Mais le plus glaçant, ce n'est pas sa détresse du début. C'est ce qui se passe ensuite. Jour après jour, la caméra montre sa transformation. L'angoisse des premiers jours se transforme en un désespoir silencieux, puis en une sorte de détachement total. Elle devient apathique, elle ne réagit presque plus, même quand ses parents sont là. Ce n'était pas de l'adaptation, c'était un effondrement. L'impact de ce film a été un véritable électrochoc. Il a provoqué une prise de conscience qui a mené en 1959 au rapport Platt, qui a complètement renversé la doctrine de l'époque. Et de là, petit à petit, les politiques ont évolué jusqu'à arriver aux soins centrés sur la famille que l'on connaît aujourd'hui, où l'on considère la présence des parents comme essentielle à la guérison. L'histoire de Laura a donc changé les pratiques, mais il restait une question fondamentale en suspens. Et c'est une expérience, aussi célèbre que controversée, qui va y répondre une bonne fois pour toutes. La grande question qui divisait les psychologues, c'était ça. Le lien mère-enfant. Est-ce juste une histoire de placard à nourriture, comme certains le pensaient, ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond? Un psychologue, Harry Harlow, a alors mis au point une expérience d'une simplicité désarmante, pour en avoir le cœur net. Voilà le dispositif. Il a proposé à des bébés singes 2 mamans de substitution. La première, une structure en fil de fer, pas très chaleureuse, mais elle avait le biberon. La deuxième, une poupée recouverte de tissu tout doux, très réconfortante, mais sans aucune nourriture. La question était simple, où les bébés allaient-ils passer leur temps? Et la réponse a été immédiate et sans la moindre ambiguïté. Les petits singes passaient quasiment toute leur journée agrippés à la mère en tissu. Ils n'allaient voir la mère en fer que pour boire rapidement, et hop, ils retournaient aussitôt se blottir contre la douceur. Le verdict était clair, le besoin de réconfort était bien plus puissant que le besoin de nourriture. Cette phrase de Harlow résume tout. La mère en fer, ce n'était qu'une station-service, rien de plus. Une fois le besoin de base satisfait, les petits se précipitaient vers leur source de sécurité et de chaleur. Le réconfort n'était pas un bonus, c'était la destination finale. Mais ce n'est pas tout.
Arlo a ensuite introduit un objet effrayant dans la cage. Quand la mère en tissu était là, le bébé singe se réfugiait contre elle, se calmait, puis, plein d'assurance, il se retournait pour explorer et même affronter l'objet. Sans elle, par contre, c'était la panique totale. Le bébé était paralysé de terreur. Cette mère en tissu n'était donc pas un simple doudou, c'était une base de sécurité, un tremplin pour oser affronter le monde. La conclusion de Arlo a été une véritable révolution. L'amour, le contact, le réconfort, ce n'étaient plus de simples sentiments, des petits plus agréables, non. C'étaient des besoins biologiques fondamentaux, aussi vitaux pour notre survie que de manger ou de boire. Ça a complètement changé notre compréhension du développement humain. Nous arrivons au terme de cette réflexion. La science, l'histoire et la psychologie convergent vers une seule vérité. Nous sommes programmés pour nous connecter. Et rappelez-vous, il y aura toujours plus de bonheur à donner qu'à recevoir.